Cette exposition, c'est le parcours d'une femme qui a fait de sa galerie un combat et qui, pendant 40 ans, a trouvé par l'art un biais d'émancipation. Elle appartient et elle inaugure d'une certaine manière cette catégorie de découvreurs, puisqu'on peut imaginer qu'il y a ce qu'on appelle les grands marchands dans des optiques plus capitalistes, on va dire, et il y a aussi ces marchands découvreurs, parmi lesquels elle tient une place centrale. Elle est née en 1865. Elle est issue d'une famille très pauvre. Ils sont 7 frères et sœurs. Elle est née à Paris. Comme elle a une constitution assez fragile dans ses jeunes années, elle va être placée par ses parents chez un cousin éloigné de la famille, qui est marchand d'estampes, rue Laffitte, qui s'appelle Salvatore Meyer. Auprès de lui, elle va tout apprendre. Elle va apprendre à repérer les artistes émergents, qui sont nombreux à venir dans cette galerie. Et puis, elle va aussi apprendre les rudiments du commerce. Elle va parfaitement maîtriser comment on rend une boutique rentable. Elle va expliquer savoir le faire et ne pas appliquer les règles. Donc je crois que son combat était d'un autre ordre. Alors, elle a eu une activité de 40 ans. Elle a ouvert en 1901 et elle s'est arrêtée en 1941. Mais si elle a une vraie longévité, son objectif n'était pas de gagner beaucoup d'argent. Son combat, c'était un combat d'idées. Et puis, je crois qu'elle a trouvé, par le biais de sa galerie, une voie d'émancipation, et que c'était ça qui comptait beaucoup pour elle. Ce qui est intéressant dans cette trajectoire, c'est qu'elle est une sourcière. Elle a un bâton de sourcier pour trouver les talents les plus prometteurs. Et elle va être souvent, du coup, la toute première à présenter en galerie des artistes qui, alors, sont complètement inconnus et qui vont devenir très rapidement très célèbres. Et c'est elle qui sera la première à vendre Pablo Picasso à Paris. Ce qui va l'intéresser, c'est de constater ce bouillonnement artistique et de vouloir devenir le porte-parole de tout ce foisonnement. Elle est la première marchande de Matisse, de Mayol. Elle va être la première marchande des artistes dits fauves. Donc on a de Rhin, Vlaminck, Matisse de Nouveau, Metzinger, Bonnard. Elle va exposer Picabia avant les autres. Elle va beaucoup s'intéresser à l'avant-garde cubiste. Elle va être la première marchande d'Alfred Rett, de Diego Rivera, le Mexicain à Paris, de Fernand Léger. Elle va être la seule à exposer Modigliani du vivant de l'artiste en 1917. Elle va beaucoup exposer les femmes peintres et sculptrices. On a Hermine David, on a Suzanne Valadon, on a Émilie Charmy, on a Alice Alika, on a Meta Warrick-Fuller. Oui, on a Meta Warrick-Fuller. Elle est africaine-américaine et elle est venue en France par faire sa formation. Elle a été remarquée par Rodin, qui l'a encouragée à continuer, et elle fait partie de la toute première exposition de la galerie Berdveil, avec une œuvre qui s'intitule « Les Malheurs » et qu'on a pu retrouver. Le début de l'exposition présente des satiristes et des affichistes du début du XXe siècle. Ce sont des artistes qui, à l'époque, sont assez à la mode, et c'est aussi le quartier dans lequel s'inscrit la galerie de Berdveil, puisqu'on est rue Victor Massé, au cœur de la vie nocturne et des fêtes qui se déroulent dans le bas Montmartre. Le parcours se poursuit ensuite par l'ouverture de sa galerie et les œuvres qu'on pouvait y voir, bien sûr. Et puis ensuite, le parcours se focalise sur l'émergence du fauvisme, qui est un moment extrêmement prégnant de cette histoire. Ensuite, on arrive à cette salle où on parle vraiment de la marchande, puisque on ne la connaît pas et donc il faut un moment vraiment faire connaissance avec elle. Enfin, on parle de son importance dans l'émergence du cubisme, et l'exposition se continue par la place qu'elle prend dans l'école de Paris, et en particulier avec l'exposition de Modigliani, avant de montrer les œuvres souvent moins connues qu'elle a montrées dans l'entre-deux-guerres, et en particulier avec des artistes qu'aujourd'hui on a un petit peu oubliés. Pour terminer l'exposition, on a voulu revenir sur la fin de l'histoire de la galerie et la fin de l'histoire de la vie de Berdveil. Donc on fait honneur à son tournant vers l'abstraction, en montrant notamment une très belle composition d'Otto Freundlich. Réussir à identifier les tableaux autrefois exposés était souvent difficile.
Il a fallu travailler à partir des catalogues dans lesquels il n'y a pas d'illustration ni de dimension. Donc on est ici au plus près de ce qu'elle a véritablement exposé. Il était important pour nous de montrer des documents qui témoignent de son activité éditoriale, par exemple. On n'avait pas grand-chose au départ avant que Marianne Le Morvan s'engage dans cette étude. Et ça paraît vraiment très important de ne pas seulement montrer les peintures, mais aussi de laisser une place justement à ce rapport plus intime à sa carrière. Je pense à un grand format de Raoul Dufy, qui était très mystérieux jusqu'à encore quelques années, qui appartient au musée d'art moderne de la ville de Paris. C'est un tableau tout rose avec un grand bouquet de fleurs sur un guéridon, avec une atmosphère très alerte, parce que Raoul Dufy, c'est un artiste joyeux. Il y a un bonheur et une atmosphère douce qui se dégage de ce tableau. En plus, comme il est grand, on est tout de suite projeté dans la couleur. Et en bas de ce tableau, il y a une inscription avec écrit 1901-1931, 30 ans, ou la vie en rose. Et c'était vraiment très mystérieux comme phrase, jusqu'à ce que je tilte avec évidence qu'en fait, il s'agit d'une toile qui a été peinte pour une des expositions à thème que Berdveil faisait en fin d'année. Et l'année des 30 ans de la galerie, c'était sur le thème de la joie de vivre. Ce tableau, il appartenait à une femme formidable qui s'appelait Mathilde Amos, qui était l'héritière d'une brasserie de l'Est de la France et qui a mis sa fortune au service du mécénat d'artistes. Et elle achetait beaucoup de choses auprès de Berdveil. Cette œuvre, elle avait été achetée directement pour l'anniversaire des 30 ans de la galerie, le soir de l'accrochage. Malheureusement, Mathilde Amos, elle a eu un destin absolument tragique, puisqu'elle avait fait don de sa collection au musée d'art moderne de la ville de Paris. Certaines toiles étaient déjà installées dans les collections. Et le reste était en usufruit, resté dans son appartement. Malheureusement, elle va périr dans un très grand incendie avec toutes les toiles. Donc cette œuvre, elle témoigne aussi d'un petit miracle et du souvenir des gens qui ont participé à la grande aventure de la galerie pour qu'on n'oublie pas Mathilde Amos. Elle est un peu dans l'aventure en étant présente à travers ce tableau. Émilie Charmy et Berdveil, c'est une histoire d'amitié de toute une vie. Elles se rencontrent en 1905 au Salon des Indépendants. C'est probablement l'artiste que Berdveil a le plus montré, le plus souvent. Émilie Charmy est une artiste que l'on peut associer au fauvisme au début, avec ses peintures de Corse, par exemple, dont on montre un exemple dans l'exposition. Mais elle est surtout connue pour ses très nombreux autoportraits. Et celui que nous montrons est un tableau où elle se montre elle-même de façon extrêmement simple, frontale, sur un fond d'une couleur assez indéterminée, un peu vert. Elle est dans une pose extrêmement simple, les bras presque le long du corps, juste un peu déhanchés, et en affirmant en revanche la modernité et de sa silhouette, de son visage. Elle se montre maquillée avec du rouge à lèvres, un regard très perçant. Elle regarde son interlocuteur spectateur avec des cheveux dans une coupe courte et très moderne, avec une robe assez simple, une sorte de marinière. En fait, ce tableau est très simple, mais il a une très grande force en ce sens que c'est une peinture qui est extrêmement directe et qui nous parle de façon sans aucun détour. Et c'est probablement l'une des choses qui ont séduit de Berdveil dans la personnalité d'Émilie Charmy, et pas seulement dans sa personnalité, mais aussi dans sa peinture, puisque c'est une histoire qui a ces deux dimensions. Ce n'est pas seulement une amie, ce n'est pas seulement une peintre, ce sont les deux. Elle assumait parfaitement le terme de féminisme. Le fait d'être installée en tant que femme seule, en tant que marchande dans un milieu masculin, c'est évidemment très féministe. Et puis, elle ne va pas faire de dissociation sur l'accrochage. Donc, elle va exposer des peintres, qu'ils soient femmes ou hommes, de la même manière.
Et c'est comme cela qu'on termine l'exposition sur la présentation de 2 peintures, l'une d'Otto Freundlich et aussi une peinture de sa compagne Jeanne Kosnick-Kloss. Et Berdveil a montré les deux de la même manière et sans faire de différence en fait entre les artistes hommes et les artistes femmes.